Or, fort heureusement, nous avons des élus. Je ne voudrais pas faire de politique ce soir, mais je suis obligé de mentionner l'initiative du Sénat qui, face à la situation, a proposé le 25 mars 2021, voilà, ça s'affiche, une proposition de loi pour doter la France d'un programme national d'intelligence économique, d'un programme national complet. C'est une première. Jusqu'à présent, nous avions des textes, nous avions des rapports, nous avons eu des expériences, notamment avec M. Alain Juillet, Mme Claude Revel, j'y reviendrai, mais il n'y avait jamais eu cette vision d'ensemble cohérente que le Sénat a mis en place à travers cette proposition de loi que j'invite ceux qui sont intéressés par le sujet à regarder parce qu'elle n'est pas très longue, mais elle est complète, elle est très explicite. Elle comporte un cadre général qui est une constatation finalement de l'état de la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et finalement, on s'aperçoit que derrière cette mondialisation, eh bien, il y a toujours les enjeux de pouvoir, les enjeux de souveraineté. Il y a des jeux d'influence qui viennent de tous les pays avec lesquels nous sommes en concurrence, qui sont aussi nos alliés, mais qui sont en même temps nos compétiteurs. Donc, le Sénat prend en compte dans ses dispositions liminaires, dans l'exposé de ses motifs, il fait une description de la situation et montre qu'il est temps, finalement, d'avoir une conscience de nos propres intérêts à l'égal de nos compétiteurs. Et donc, ce programme d'intelligence économique est orienté vers des thèmes qui nous paraissent tout à fait intéressants, notamment dans cet amphithéâtre, dans cette université. Il vise d'abord à favoriser la recherche, à favoriser tout ce qui va permettre l'innovation, nous y reviendrons, parce qu'à l'extérieur, d'autres pays conjuguent les efforts des États, des administrations, des laboratoires pour améliorer leur recherche. Également, ce programme comprend un cursus de formation à l'intelligence économique qui reprend en gros tout ce qui avait été mis en place par les hauts responsables qui se sont succédés auprès du Premier ministre, puisque la France a eu un programme d'intelligence économique à cette période. L'intelligence juridique, le Sénat nous engage à regarder ce que dit le droit, notamment le droit des autres, notamment les conventions internationales. Les conventions internationales ne sont pas toutes innocentes, ne sont pas toutes animées de sentiments favorables à l'humanité. Il y a derrière beaucoup de conventions internationales des enjeux de pouvoir qu'il faut savoir lire. Le Sénat nous dit que le renseignement français doit être à l'égal du renseignement des autres pays, sensibilisé, actif sur le plan de l'intelligence économique, du renseignement économique. Et donc, le Sénat nous invite à anticiper les normes, à anticiper les situations géoéconomiques et à analyser les enjeux européens, bien entendu. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence économique française s'il n'y a pas une intelligence économique européenne. Et là, il y a un vrai problème de coordination. Donc, le Sénat propose la création d'un secrétariat général à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Donc, il y a un déménagement. On déménage actuellement le système qui se trouve rattaché à Bercy pour le mettre auprès du Premier ministre. Il y a donc là incontestablement une vision plus politique, à l'instar de ce qui se fait ailleurs. On va créer un emploi de chargé de l'intelligence économique auprès de chaque ministre. Des chargés d'intelligence économique œuvreront dans les ministères et puis on va développer un véritable réseau de fonctionnaires qui seront assignés à différentes tâches d'intelligence économique. Ça, c'est un peu une nouveauté. Il y a également à l'international la création de chargés d'intelligence économique dans nos ambassades.
de coordination de ce qui se fait déjà de bien, mais d'une coordination plus renforcée avec Business France et l'Agence française de développement à l'international. Nos territoires également sont concernés. On ne peut pas imaginer une intelligence économique nationale si le Doubs, la Nièvre ou le Pas-de-Calais ne sont pas associés et s'il n'y a pas dans ces départements une réplique de ce qui existe à Paris. Tous les fonctionnaires et agents publics nationaux et territoriaux reçoivent à travers ce programme un document sur l'intelligence économique et en quoi cela les concerne directement. Une délégation parlementaire à l'intelligence économique est créée afin d'évaluer le travail du gouvernement dans ce domaine. Et un Conseil national de l'intelligence économique est institué afin d'imaginer, afin d'avoir des idées, afin d'avoir des directives, des finalités. Ça, c'est une grande nouveauté. Alors, j'ai insisté sur ce programme parce qu'il me paraît aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, quelque chose d'important. Alors, c'est un projet de loi du Sénat. L'Assemblée nationale ne l'a pas encore voté, mais on peut espérer qu'elle le fera ultérieurement. Alors maintenant, comment fait-on concrètement pour appliquer ce programme d'intelligence économique en France? D'abord, on va regarder ce qui ne va pas au sein de l'État. Quelles sont les pathologies de l'État? Qu'est-ce qui fait que l'État n'est pas agile? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas souple? Et la crise sanitaire nous a démontré que finalement, il existe en matière d'organisation qui se préoccupe de l'épidémie et du virus, tout un tas d'institutions, de comités. Et quand on lit la liste de toute cette bureaucratie, on se dit qu'il y en a peut-être trop. Et que finalement, un État stratège, c'est un État qui simplifie plutôt qu'un État qui complexifie. Un État stratège, c'est un État qui fait en sorte que l'information coule et qui sépare les cloisons qui empêchent une bureaucratie de communiquer avec une autre. Voilà pour la pathologie. Alors, ça a fonctionné. Ici, j'ai affiché les portraits de M. Alain Juillet et de Mme Claude Revel, qui, à l'époque, étaient auprès du Premier ministre via le SGD-SN et qui ont animé un système d'intelligence économique. Donc, ce que je vous décris n'est pas totalement une utopie. Ça a très bien marché. J'y ai même, pour ma part, participé et j'ai vu très concrètement comment on pouvait faire en sorte de lancer, de favoriser, aussi bien au niveau national que dans les territoires, un État stratège qui corresponde à quelque chose. L'État stratège, c'est celui qui va inventer le réel. Alors, je l'ai figuré par Don Quichotte et Sancho Panza. L'État stratège, il découvre, par exemple, dans le domaine de l'énergie, eh bien, qu'on a peut-être fait des chemins qui sont des impasses. Il découvre que finalement, notre énergie nucléaire, tout le travail qui a été fait par nos ingénieurs, ça vaut peut-être les moulins à vent dont se préoccupait Don Quichotte de la Mancha. L'État stratège, il invente le réel. Il évacue les fantasmes, il évacue les idées reçues, les préjugés, les idéologies parfois radicales. Et il remet les pieds sur terre en utilisant tout le savoir de nos ingénieurs et de nos scientifiques, parce que l'État stratège est riche, très riche, de toute la qualité des ingénieurs et des fonctionnaires qui le composent, mais qui généralement ne sont pas interrogés, ne sont pas écoutés et ne sont pas rassemblés. C'est bien d'avoir des experts, et nous avons de très grands experts en France, mais le problème, ça ne fait pas une politique. Une politique, c'est de faire en sorte qu'ils viennent répondre à des questions précises sur des sujets concrets dans des contextes qui soient des contextes où l'information soit fluide et, si possible, sympathique. C'est ça, une politique d'un État stratège. L'État stratège, c'est celui qui regarde de l'autre côté du champ. L'État stratège, c'est celui qui regarde, par exemple, l'évolution des tondeuses à gazon. Et puis l'État stratège, c'est celui qui comprend tout à coup que tout le marché de la tondeuse à gazon, qui marche très bien en France, va s'effondrer parce que c'est un laboratoire agricole qui invente un gazon qui ne dépasse pas 2 cm. L'État stratège,
c'est celui qui est capable de regarder les autres métiers qui entourent mon métier. C'est celui qui regarde, qui s'intéresse à ce qui ne le regarde pas finalement. C'est ça un État stratège. Il est curieux. L'État stratège, c'est celui qui va allier une pensée analytique et une pensée systémique. Nous sommes le pays de la pensée analytique, nous sommes le pays de Descartes, le pays des ingénieurs, c'est ce pays qui a reconstruit la France après 1945, quand le pays était rasé. Et ça a très bien marché, et ça marche encore très bien. La pensée analytique, c'est celle qui décortique tous les problèmes, c'est celle qui a permis tout à l'heure à notre hôte de remettre en marche tous ces merveilleux systèmes qui nous permettent de parler ensemble ce soir. Mais il y a aussi une pensée systémique. La pensée systémique, c'est la capacité de regarder ailleurs. Et j'ai pris un exemple. Nous avons à gauche un bilan financier. Comme l'a dit Gérard, j'ai dans le temps dirigé une police financière. Des bilans, j'en ai vu beaucoup. Les bilans, ils racontent un peu tout ce qu'on veut. Les chiffres, finalement, ne parlent que des chiffres. Ici, nous avons le bilan d'une entreprise qui marche très bien. Donc, on se dit, eh bien, ça y est, on va envoyer les risk managers, on va envoyer des capital risqueurs. Le problème, c'est que cette entreprise, en fait, elle va très mal parce que le couple qui l'a fondée est en train de divorcer. Être capable de passer d'une vision analytique dans un métier à une autre vision systémique sur les personnes, sur les individus, ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui relève de l'État stratège, parce que l'État stratège, il va réunir des psychologues, des juristes, des ingénieurs, des financiers, et chacun va voir le monde selon son savoir-faire. Et en voyant le monde avec des angles de vue différents, on va plus vite, on va plus loin, on est mieux armé. L'État stratège, c'est une pyramide que nous connaissons bien, hein, qui existe d'ailleurs depuis tout temps. C'est la pyramide égyptienne, c'est le fonctionnement de l'Empire romain. Empire romain qui d'ailleurs, je le dis en passant, avec 5000 fonctionnaires, administrait un empire de 50 millions d'habitants. La modernité des antiquités qui nous ont précédés, la simplicité et l'efficacité de leur système administratif pourraient peut-être nous interroger. Je referme la parenthèse. L'État stratège, aujourd'hui, la pyramide, elle se trouve confrontée à tout un tas de choses qui viennent de différents horizons. Nous avons le peuple en colère, nous avons nos parents, nos grands-parents qui s'inquiètent devant leurs factures d'électricité. Nous avons les semi-conducteurs, nous avons qui ne viennent plus. Nous avons les confinements passés, et tout le monde craint les confinements à venir. Nous regardons ce qui se passe hors de nos frontières, et l'État stratège, il doit gérer tout ça à la fois. Donc, il est submergé. Il n'est peut-être pas outillé mentalement dans ses structures pour, en même temps, faire face à toutes ces situations. La pyramide ne fonctionne plus vraiment. Et pour que l'État stratège fonctionne, pour qu'il appréhende tous ces problèmes qui viennent d'horizons différents, eh bien, il va falloir qu'il dynamite les silos de connaissances. Il va falloir libérer les compétences. Il va falloir ce qu'avait fait Alain Juillet, ce qu'avait fait Claude Revel lorsqu'ils étaient à Matignon, c'est-à-dire réunir des gens venant de différents horizons pour parler des problèmes. La pyramide ne fonctionne plus. Il faut inventer autre chose. Et qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer la situation suivante. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'État stratège en tant que sommet de la pyramide en haut des problèmes, on va prendre chaque problème, on pose le problème sur la table et autour du problème, eh bien, on maîtrise des données. Et là, on est encore dans la cybersécurité, on maîtrise des réseaux humains et on maîtrise des expertises. Et finalement, c'est le problème qui commande, c'est le projet qui est le chef de l'État stratège. Les microprocesseurs, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la situation aujourd'hui? Mais comment est-ce qu'on fait pour prévoir dans 5 ans, dans 10 ans, une souveraineté dans ce domaine-là qui soit une souveraineté pérenne? Donc l'État stratège, il se démultiplie, c'est ce qui a fonctionné très bien, je l'ai vu fonctionner. L'État stratège, il se démultiplie en un certain nombre
d'intelligence collective qui fonctionne selon ce schéma à partir d'un problème qui a été identifié comme tel. C'est par exemple l'État stratège qui, en matière de vaccins, aux États-Unis, a créé un système d'intelligence économique particulièrement fluide, un écosystème, une communauté avec des grosses entreprises, des petites entreprises, avec des individus. C'est le Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui est le pendant de ce qu'avait créé la DARPA à son époque dans le domaine d'Internet. Et donc, l'État stratège américain qui a mis des vaccins sur le marché, c'est une communauté, c'est une intelligence collective autour d'un problème qui était le problème du Covid, de la Covid. Je reviens sur un programme que nous avions lancé à l'époque, qui était celui de la télésanté. La télésanté, nous l'avions remarqué, était quelque chose qui pouvait venir soulager les comptes de la sécurité sociale et notamment de l'assistance publique de nos hôpitaux. Et on s'était aperçu à cette occasion-là, en rassemblant les experts, que la France était championne, que la France avait donné naissance à des start-up, à des petites entreprises qui, dans le domaine de la télésanté, étaient de réputation mondiale. Mais que ces applications, finalement, étaient le fait de pays qui s'étaient emparés, en tout bien, tout honneur, de nos savoir-faire. Je pense à la Norvège et au Chili, parce que la géographie de ces pays fait que leur configuration, notamment en hiver quand il y a de la neige, les oblige à économiser sur les transports entre les patients et les malades. Et donc, ces deux pays avaient utilisé les techniques françaises de télésanté et bien leur en a pris. Donc, nous avons regardé ce que nous pouvions faire dans ce domaine-là et la question se pose, avec quel argent ? Avec quel argent peut-on financer un programme français de télésanté qui soit à la fois mondial, qui serve les malades, mais qui en même temps génère une industrie française de la télésanté? Et là, c'est là où l'État stratège peut intervenir. Et c'est là où la cybersécurité a un rôle à jouer. Parce qu'on s'aperçoit qu'en matière de fraude sociale, et c'est la Cour des comptes qui parle, il y a des dizaines de milliards qui disparaissent chaque année parce qu'il y a des fraudes à la carte vitale, il y a des fraudes dans la gestion de certaines transmissions de données et qu'on pourrait très bien économiser grâce à la rencontre entre des enquêteurs, par exemple, de police financière et la sécurité sociale, qu'on pourrait remettre de l'ordre et dégager quelques dizaines de milliards d'euros. C'est la mission parlementaire qui le dit, c'est la Cour des comptes qui le dit. À l'heure où un certain nombre de nos infirmières quittent l'hôpital, ce serait quand même sympathique si on pouvait récupérer, grâce à une alliance entre la cybersécurité et nos médecins et nos techniciens, de l'argent qui nous manque. Alors, comment fonctionne l'État stratège? Il est dispersé, on identifie des problèmes. Pour chaque problème, on nomme une intelligence collective, c'est-à-dire des gens, des experts, tout simplement, des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais aussi des béotiens, quelques généralistes qui viennent et qui posent les questions, je dirais idiotes entre guillemets, mais qui sont souvent des questions pertinentes. Donc, on a une intelligence collective. Cette intelligence collective, elle étudie le problème et elle commence par regarder quels sont les risques. On parle de la télésanté, on parle des semi-conducteurs, on parle d'un certain nombre de choses, on parle du problème et on évalue tous les risques. Il y a aussi, nous sommes dans le pays du principe de précaution, hein, de la mise en danger d'autrui. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence des risques? L'intelligence des risques, c'est la prise simultanée en compte des risques de sécurité, c'est-à-dire l'accident machine, des risques de sûreté, les malveillances humaines, des risques environnementaux, tout ce que le climat peut apporter comme inconvénient et tout ce que moi, je peux apporter comme désagrément à la nature, et puis les risques managériaux, c'est-à-dire les mauvais managements. Par exemple, il y a des risques psychosociaux, il y a du harcèlement dans mon entreprise, je ne le savais pas, c'est un risque managérial. Ensuite, et aux ingénieurs et scientifiques de France, nous y tenons particulièrement, un problème, c'est l'intelligence inventive. C'est comment inventer, comment favoriser dans une entreprise, dans une structure, des attitudes qui vont permettre de prévoir à partir des données fiables, des données vérifiées.
qui vont permettre de se différencier, de faire différemment de ce que font les Chinois, de ce que font les Américains ou les Suédois, de me diversifier. Nous avons dans nos entreprises de multiples savoirs et savoir-faire qui sont sous-utilisés. L'État stratège, c'est l'État qui va dire, il y a à Brest, dans tel sous-traitant de notre marine nationale, des gens qui savent faire des choses qui pourraient être utilisées dans le domaine agricole, en Savoie, en Haute-Savoie, ou dans un pays avec lequel nous avons des accords internationaux. Donc, l'intelligence inventive, la capacité à imaginer, c'est quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup aux ingénieurs et scientifiques de France, parce que ça ne coûte rien. Ça coûte des attitudes simplement intellectuelles, des curiosités partagées. L'invention, c'est bien sûr la R&D. L'invention, ce sont les laboratoires. L'invention, ce sont des crédits. Personne ne les redit. Mais l'invention, ce sont aussi des choses tout à fait simples qui sont à la portée de n'importe quel PME ou de n'importe quel PMI qui va prendre le temps de favoriser en son sein un certain nombre d'aptitudes et d'attitudes. Ce qui est valable pour les PMI et les PME est valable pour les administrations. L'État stratège, c'est celui aussi qui fait de l'influence à partir du problème qu'il a identifié. J'ai identifié une façon, par exemple, en matière d'agriculture, de protéger les abeilles contre certains désagréments. Eh bien, je vais peut-être utiliser ce savoir-faire pour renforcer l'image de l'agriculture française à l'extérieur, notamment sur le marché européen. Je vais me mettre à vulgariser des normes. Un État stratège, c'est l'État qui regarde les problèmes qui se sont posés avant, de manière à anticiper sur les problèmes qui se poseront demain. Nous ne sommes pas tombés, je dirais, de la dernière pluie. Nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont vécu des crises, ont vécu des situations difficiles. Ils s'en sont sortis. On parle du Covid, mais il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la peste au Moyen-Âge, il y a eu des choses qui ont été faites dans ce pays qui étaient tout à fait remarquables. Souvent, l'innovation et l'invention, c'est une mémoire qui a été oubliée, et bien qu'il faut rattraper. Et nous sommes riches d'un patrimoine immatériel que nous n'utilisons qu'à 5 ou 10%. L'État stratège, c'est aussi un État archéologue, c'est un État archiviste qui va fouiller dans les mémoires un certain nombre de choses qui peuvent être utiles aujourd'hui. Donc cet État stratège, finalement, il est éclaté. Il se trouve aussi bien au niveau des territoires, dans les mairies, dans les municipalités, que dans nos entreprises. Et puis, l'État stratège, il est devant moi. Tous, nous sommes des États stratèges, parce que tous, nous sommes capables d'identifier des problèmes, tous, nous sommes capables d'évaluer les risques, nous sommes capables de convoquer des amis, des experts pour essayer de régler ce problème. Nous fonctionnons de la même manière. Tous, nous pouvons inventer un certain nombre de solutions. Je pensais aux mères de famille confrontées à la crise, à la gestion de leurs enfants, à tous ces problèmes. Elles ont inventé tout un tas de choses qui n'entrent pas dans les discours, qui n'entrent pas dans les statistiques, mais qui sont bien réelles. La capacité à inventer, la capacité à rebondir est une spécificité française, bien connue. Et donc, nous sommes tous des États stratèges. Alors, l'État stratège, c'est celui qui reconnaît cela, c'est celui qui favorise l'émergence partout où il y a un problème d'une communauté de gens intéressés à aller plus loin, à régler la situation.